Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Gardons la pêche sur la page Facebook de La Pêche et les Poissons. Vous connaissez le principe, pendant cette période de confinement, on vous propose du contenu gratuit, des articles sur notre site internet, des DVD, mais aussi des interviews des acteurs de la pêche, des fédérations, etc., etc., des guides de pêche, des détaillants. Aujourd'hui, on vous propose d'aller dans le Lot. La fédération de pêche du Lot nous accueille entre guillemets ce petit enregistrement d'une interview par Skype en la personne de Patrice Jobert. Bonjour Patrice. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Alors, toi, tu es le directeur général de la fédération de pêche du Lot. On va y revenir dans un instant. Et Jean-Baptiste Nuremberg, que vous connaissez déjà certainement, même si des fois en photo. Salut à tous. Et en vidéo, on ne reconnaît pas tout le temps, mais vous lisez ces articles chaque mois dans le magazine La Pêche et les Poissons. Vous l'avez vu dernièrement également dans un DVD. Spécialiste mouches, spécialiste des milieux aquatiques. C'est un peu le scientifique de la pêche et des poissons. C'est pour ça qu'il est là, parce qu'avec le directeur général de la Fédération de pêche du Lot, on a envie de parler des mailles inversées, de la fenêtre de capture qui a été mise en place cette année pour le brochet, même si on va attendre l'ouverture, bien entendu, enfin la réouverture, entre guillemets, ou la nouvelle autorisation de pêche pour pouvoir bien l'appliquer. Patrice Jobert va nous expliquer tout ça. Déjà, Patrice, qu'est-ce qu'un directeur général d'une fédération par rapport à un président voilà. Qu'est-ce que c'est? Quel est ton rôle? Alors, c'est une vaste question. Moi j'ai une formation en biologie, si tu veux, spécialisée en écologie des eaux continentales. Donc, à la base, c'est plutôt un profil, alors c'est pas le cas dans toutes les fédérations, mais c'est plutôt un profil qui a des connaissances scientifiques sur la faune piscicole. Ça me paraît important, parce qu'on est à l'interface, donc au niveau dialogue, on est à l'interface entre des bénévoles, les APPMA, les administrateurs de la fédération, et les services de l'État, parfois des services scientifiques, parfois des services techniques. Et ce qui est important, c'est qu'on soit crédible dans les propos et dans les choses que l'on défend. Ma mission, elle est très vaste, si tu veux. Moi, j'ai envie de me qualifier davantage comme ambassadeur de la pêche. Mon rôle, c'est un petit peu de jouer le rôle de locomotive au niveau de tout ce qui est pêche associative dans le département du Lot. Comme je l'ai dit, en interaction avec le monde associatif, avec les bénévoles et avec mon équipe, tout le personnel de la fédération. Alors, ça consiste à faire du travail de terrain, des pêches électriques d'inventaire, à faire des suivis des populations d'écrevisses, par exemple. Mon rôle devient de plus en plus important en matière de représentation de la fédération dans des structures gémapiennes, notamment syndicats mixtes, communautés de communes, conseil départemental. Et puis, on est très sollicité en tant qu'avis d'expert aussi, dans tous les dossiers lois sur l'eau, par exemple. Voilà, donc c'est un. Et puis je l'oublie, mais c'est essentiel. Tu sais, ça fait 21 ans que je suis à la fédération. Quand je suis arrivé, l'essentiel du budget d'une fédération, c'était la vente des cartes de pêche. Et pour celles qui avaient une pisciculture, c'est le cas, c'était la vente des truites, des poissons aux APPMA. Aujourd'hui, tout ça, ça représente moins de 50% du budget. Toutes les missions que l'on mène sont aujourd'hui co-financées, accompagnées par l'agence de l'eau, par la région, parfois par EDF, par la Fédération nationale. Et c'est vraiment mon rôle à moi de monter des projets, de les rendre crédibles et d'avoir un maximum de cofinanceurs pour limiter la participation finalement des pêcheurs et des adhérents. D'accord, très bien. Bon, voilà, on comprend. C'est un tableau très, très rapide, mais voilà, c'est vraiment ce rôle-là. Bon, la période est difficile, évidemment. C'est le confinement jusqu'au 11 mai minimum. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va encore du côté du gouvernement. On attend les précisions pour la réouverture de la pêche. Je vois que JB a un peu grossi. JB, ça se passe bien le confinement quand même ou... Je pense que c'est l'angle de la caméra, mais... Les cheveux, en tout cas, faut. Effectivement, je mange bien, quoi. Oui, comment se passe le confinement du côté de la fédération du Lot? Est-ce que en télétravail, vous travaillez, vous pouvez avancer sur des dossiers ou tout est à l'arrêt? Non, on est en télétravail depuis le début du confinement. Donc chacun travaille dans son domaine. J'ai Romain, mon collègue, qui travaille sur un nouveau site internet. Tu vois, ça a été l'occasion. On avait anticipé le coup de prévoir un nouveau site internet complètement nouveau, beaucoup plus contemporain, avec un lien d'ailleurs avec Géopêche, avec la possibilité d'avoir des cartes interactives et toutes ces indications précieuses pour les pêcheurs. Donc on est à fond là-dessus pour qu'il soit opérationnel début juin. Mon collègue technique, lui, le responsable technique, est d'abord sur des rapports de compte rendu, des rapports d'activité des inventaires piscicoles qu'on a fait l'an dernier. Donc il alimente des bases de données sur SIG notamment. La comptabilité se fait aussi en télétravail. Et puis moi, je suis sur des dossiers. J'ai lu pas mal de bibliographies aussi, j'en ai profité. J'ai avancé sur les dossiers de partenariat. Il n'y a que Sébastien et Michael qui, eux, sont pisciculteurs. Et par définition, ils ne peuvent pas être en télétravail parce que les truites, elles ont besoin d'eux tous les jours. Donc, ce sont les seuls qui sont vraiment sur le terrain au quotidien. Voilà. D'accord, ok. Bon, la pêche, on a un standard qui fonctionne toujours à la fédération. Ouais.
Il n'y a pas de problème pour ça. À la pêche des poissons, on travaille toujours. JB fait ses articles. JB, c'est ça. Toujours. Voilà, télétravail fonctionne à plein régime également. Et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site www.pêche-poisson.com parce que on vous met du contenu gratuit, on vous tient au courant de l'actualité du Covid-19, etc. et de la pêche. Donc voilà, allez faire un petit tour. Et d'ailleurs, le numéro du mois de mai, il y a des petites questions qui se sont posées par certains abonnés. Il sera bien publié. Je crois même qu'il a déjà été envoyé aux abonnés. Il va être en vente très prochainement. Donc voilà, ça ne nous a pas impacté. Vous trouverez le magazine La Pêche et les Poissons, évidemment, chez votre marchand de journaux. En tout cas, ceux qui sont encore ouverts. Il y a encore beaucoup de points de vente ouverts. Autre actualité avant de parler des mailles inversées. Alors, on a vu que la Fédération de pêche de l'Aisne faisait pression auprès de la préfecture, a publié un communiqué, publié un courrier pour pouvoir réautoriser la pêche dès le 25 avril, jour de l'ouverture de la pêche des carnassiers en deuxième catégorie. Parce que dans l'Aisne, le préfet a autorisé l'accès au parc, au jardin, au chemin forestier, mais il a maintenu l'interdiction d'accès aux berges des rivières, des plans d'eau, des lacs, etc. etc. Voilà, donc la Fédé de l'Aisne essaye un peu de faire bouger les choses de son côté. C'est une initiative pas personnelle, mais voilà, qui est pas en relation avec la FNPF. Enfin, en tout cas, c'est ce dont on a l'impression de l'extérieur. Qu'en est-il de votre côté, la Fédé du Lot? Est-ce que vous mettez la pression sur la préfecture, sur le gouvernement? Est-ce que vous suivez la Fédé nationale? Comment ça se passe? Nous, il n'y a pas de démarche de pression au niveau départemental. On suit les consignes de la Fédération nationale. Alors moi, j'ai la chance d'avoir Patrick Ruffier, le président de la Fédération du Lot, que j'ai toutes les semaines au téléphone, qui est au bureau de la Fédération nationale. Donc il y a un travail qui est fait, on en a parlé ensemble, il y a un travail qui est fait par la Fédération nationale de se rapprocher auprès du ministère pour savoir quelles sont les conditions de déconfinement à partir du 11 mai. Là, c'est trop tôt pour t'apporter des réponses. Mais je considère que ce travail qui quand même reste national, la problématique, elle est même internationale et mondiale, la problématique de santé vis-à-vis de cette pandémie. Donc nous, notre consigne, c'est de vraiment suivre les directives de la Fédération nationale, d'attendre une circulaire pour savoir comment on va être déconfiné et ne pas avoir de démarche départementale vis-à-vis de ça. Je crois qu'il faut une attitude responsable en tant que structure. Moi, je reçois des coups de fil régulièrement des pêcheurs qui ont très envie d'aller à la pêche, moi le premier. Je peux les comprendre, ils ont leur carte de pêche, leur saison d'ouverture de la truite a été écourtée, l'ouverture du carnassier est un petit peu repoussée. Donc ils sont très demandeurs, mais je crois qu'il faut être responsable, il faut attendre à avoir des consignes, il faut aussi voir comment évolue ce pic d'épidémie pour qu'on se retrouve le plus vite possible et dans les meilleures conditions à Bordeaux. T'as pas des petites infos là comme ça non. J'ai pas d'infos. Des infos mercato quoi. Je crois qu'il y a une réunion téléphonique à la Fédé nationale à la fin du mois. Donc fin avril, on en saura un peu plus début mai, je pense. Ouais. Mais à ce stade-là, non, franchement, j'ai pas d'infos là-dessus. Il se parle que peut-être une réflexion sur le fait de repousser l'ouverture de la truite, mais il y a un débat là-dessus, rien n'a été décidé. C'est la seule discussion sur laquelle j'étais un peu mis au courant, mais je ne sais pas plus. Oui, effectivement, une prolongation de la période d'ouverture de la truite. Tiens, j'en profite avec Jean-Baptiste, qui est notre spécialiste milieu aquatique. Repousser la fermeture de la truite de 2 semaines peut-être, Jean-Baptiste, ça aurait des impacts sur la reproduction, etc. ou... Moi, si, alors c'est un avis purement personnel. Je pense pas qu'il y ait, mis à part sur certains milieux, je pense même que ce serait peut-être la porte ouverte pour pourquoi pas expérimenter quelque chose et pourquoi pas dans les années à venir pouvoir faire perdurer en fait cette fermeture un petit peu plus tardive, quoi. Parce que c'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose de très étalé. Et à mon avis, c'est plus important de faire attention en début de saison sur les alevins, vésicules non résorbés, tout ça, plutôt que sur les quelques semaines, pour repousser d'1 semaine ou 2 ou 3 sur le mois de septembre et l'automne. Je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à essayer pour cette année, quoi. Pourquoi pas faire que du no-kill pendant les 3 dernières semaines pour vraiment favoriser l'halieutisme et tout ça. Mais ce serait quelque chose d'intéressant à voir, quoi. Ouais, parce qu'elles sont en fait en période, je veux dire, elles se nourrissent énormément, mais elles sont pas encore en vraie période de reproduction aussi à ce moment-là. Franchement, je pense que jusqu'au 15 octobre, après c'est toujours pareil, il y a tellement de différences avec la truite entre un lac de montagne, un ruisseau montagnard et puis une rivière de plaine qu'il faut toujours essayer de jongler entre les deux. Mais il y aurait quand même, sur certains milieux, je pense, la possibilité de repousser un petit peu la période de fermeture. D'accord, bon. Parenthèse faite.
Si on appelait Patrice, surtout à la Fédé du Lot, c'est parce que la Fédé du Lot a mis en place pour cette année 2020 une fenêtre de capture pour le brochet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire en fait une fenêtre de capture, Patrice, et la différence avec les mailles inversées? Enfin, c'est peut-être la même chose d'ailleurs, non? Bah, ça se ressemble un petit peu. La fenêtre de capture, si tu veux, ça part du principe qu'il y a une taille minimum de capture qui perdure, qui est à 60 cm dans notre département, mais aussi une maille inversée à 80 cm. C'est-à-dire qu'en fait, la fenêtre de tir, pour le pêcheur qui souhaite conserver un poisson, c'est de 60 à 80 cm. On est obligé de relâcher les poissons de moins de 60 cm, comme c'était le cas avant, mais on est aussi obligé de relâcher les poissons de plus de 80 cm, qui sont les plus beaux géniteurs. On en reparlera certainement. D'accord, ok, je comprends un petit peu mieux. Donc ça, c'est juste pour le brochet, pour l'année 2020. C'est sur tout le département? Ouais, c'est surtout le département. La particularité, c'est qu'on a travaillé très en amont, un an avant de mettre en place cette réglementation-là, avec les APPMA, les services de l'État, et on a pu obtenir un arrêté préfectoral qui s'applique sur l'ensemble des cours d'eau du département du Lot. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à la Fédé à mettre en place cette mesure? Moi, il y a deux choses qui m'ont motivé à travailler sur ce dossier. Tout d'abord, nous, on travaille avec l'Université Paul Sabatier de Toulouse, avec Frédéric Santoul notamment, qui est maître de conférence, enseignant-chercheur, depuis 2007. Ça fait 13 ans qu'on avait établi un partenariat sur l'étude de la communauté des top prédateurs du Lot, sur le Lot, sur la rivière Lot. On a travaillé sur la génétique des brochets, sur l'utilité ou pas des alevinages, sur le régime alimentaire des poissons. Donc, au bout de 10 ans de recherche, on s'est posé beaucoup de questions, et notamment celle de savoir si la réglementation qui était en place était bien adaptée à la préservation des brochets. Et puis, ce qui a déclenché tout ça aussi, cette réflexion, c'est Nicolas Guéraud qui a fait une thèse au sein du laboratoire de Frédéric Santoul, donc de Paul Sab, qui a fait une thèse en décembre 2017, et au cours de laquelle j'ai été invité en tant que membre du jury. Donc, ce qui m'a contraint, mais aussi j'ai eu le plaisir de lire la thèse à l'intégralité. Et il s'avère que cette thèse, c'est certainement une des plus grandes bibliographies existantes sur le brochet en France. Et elle fait le lien entre les principes de gestion de l'espèce brochet par la pêche associative et les réelles mesures de protection vis-à-vis de cette espèce. Et là, j'ai vu qu'il y avait énormément de pays, donc là, l'Europe de l'Est, la Scandinavie, l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre, etc., les États-Unis, où ils avaient expérimenté la fenêtre de capture, contrairement à la taille légale de capture. Et toutes les conclusions convergent pour bien préciser, pour bien conclure effectivement qu'une réelle préservation de l'espèce brochet passe par la fenêtre de capture. La TLC, la taille minimum, est même parfois contre-productive, puisqu'elle a plutôt tendance à sélectionner des géniteurs de petite taille. On y reviendra, j'imagine aussi. D'accord. Jean-Baptiste, notre scientifique, tu es d'accord avec ça sur le papier, en tout cas, sur le principe effectivement, préserver les gros brochets de plus de 80 cm, c'est une bonne chose pour la reproduction? À partir du moment où ce qui est bien, c'est qu'avec le brochet, ça reste ces espèces où on va dire, l'espèce grossit et grandit, plus les géniteurs sont gros, plus ce seront des meilleurs géniteurs. Donc, au-delà de la gestion, en plus, j'y reviens parce que c'est vrai que souvent, je pense qu'à l'heure actuelle, la grosse problématique, c'est d'arriver à coupler gestion piscicole et halieutisme. Et c'est vrai que du coup, on préserve l'espèce, on dynamise les populations, on va arriver à pérenniser les populations sur certains biefs ou sur certains lacs. Et derrière, en plus, il y a l'halieutisme qui est dynamisé aussi parce que il y a toujours ce côté-là où on va à la pêche pour essayer de faire le gros poisson, quoi. Donc pour moi, il y a tout le monde à y gagner là-dedans, quoi. Mais on dit souvent que c'était une idée reçue, je pense, mais que les gros poissons ne se reproduisaient plus. Enfin, qu'en est-il exactement? Je l'ai entendu pendant 20 ans. Quand je te dis, ça fait plus de 20 ans que je bosse dans le monde de la pêche. Pendant 20 ans, j'ai entendu les membres des APPMA et la plupart des pêcheurs me dire, mais tous ces grands brochets, de toute façon, ça vaut rien, il faut les garder, il faut les supprimer. On les remet pas à l'eau parce que ça bouge. Ils mangent les petits. Ils mangent les petits, ils sont territoriaux, ils mangent les petits brochets. Et il y a 100 ans, ils mangeaient les enfants. Hein. Ouais, presque, tu vois. De toute façon, il y a des ouvrages qui indiquaient que le brochet mangeait son poids de poisson par jour. Hein. On l'a lu. Bon, voilà. Donc ça, effectivement, c'est un a priori qui est complètement faussé. Et toutes les études l'ont démenti totalement. Déjà, un brochet de 80 cm dans le département du Lot, puisqu'on a fait des études sur la croissance, c'est un poisson qui a 4 ans. D'accord ? Un brochet de 1 mètre, c'est un poisson qui a 5-6 ans. Il grossit vite. Donc, il grossit très vite. On est à des croissances de 15 mètres par an. Au-delà de 1 mètre, ça va beaucoup plus lentement, bien entendu. Donc, ce sont des poissons jeunes. Le brochet vit en moyenne une douzaine d'années. Ça veut dire qu'entre l'âge de 4 ans et l'âge de 12 ans, il va pouvoir se reproduire X fois.
Et toutes les études qu'on en a pu lire, et la thèse de Nicolas le démontre bien, ces grands brochets sont les meilleurs géniteurs. Ça, c'est clair et net, ça a été démontré plusieurs fois. Alors pourquoi ce sont les meilleurs géniteurs? D'abord parce qu'ils pondent beaucoup plus d'œufs. Une femelle de mètre, elle va pondre entre 250 et 280 000 œufs, ovules, fécondables. Alors qu'un brochet de 60 cm, c'est plutôt dans les 35-45 000 œufs. Donc c'est complètement différent en matière de quantité d'œufs. Ça, c'est une chose. Ensuite, les grandes femelles sont des poissons qui ont des œufs qui sont plus riches en protéines et qui ont un meilleur taux de fécondité. Ça, c'est un fait aussi, ça a été démontré. Et un phénomène important qu'on n'avait pas mesuré jusqu'à maintenant, c'est que les femelles brochées fractionnent leur ponte. C'est-à-dire que la ponte ne se fait pas en une seule fois sur la saison, février-mars, des fois en une fois, 2 fois, parfois 3 fois. Et plus la femelle est grosse, est grande, et plus la ponte est fractionnée. Donc il peut y avoir des fractionnements de 4 ou 5 fois la ponte. Et là, ça entre en jeu de façon vachement importante, parce que sur nos cours d'eau, on sait que le brochet est une espèce phytophile qui pond les œufs sur des supports d'herbier. Et qu'est-ce qui se passe souvent? On a des éclusées, des montées d'eau au printemps, et les frayères et brochets sont exondés, ce qui anéantit complètement la fraie du brochet de l'année. Le fait de fractionner les pontes, ça permet d'avoir au moins une ponte. On a plus de chances d'avoir au moins une ponte qui n'est pas exondée, qui ne soit pas exondée par une éclusée. Et ça, c'est vachement important. En outre, j'en termine là-dessus, le fractionnement de ponte et la taille de la femelle fait qu'elle est fécondée par plusieurs mâles. C'est-à-dire qu'une femelle de grande taille va être facilement fécondée par 3 ou 4 mâles. Et si on imagine qu'il y a 4 pontes, on est sur 16 mâles potentiellement pouvant la féconder. Alors qu'une jeune femelle va pondre 1 fois, 2 fois, mais fécondée que par 1 ou 2 mâles. Donc en matière de brassage génétique, et donc d'adaptation de l'espèce à des changements climatiques ou à d'autres conditions, là aussi il y a une amélioration significative. Donc toutes ces grandes femelles, elles sont jeunes, elles sont fécondes, elles fractionnent les pontes et elles sont génétiquement mieux déterminées pour sauvegarder l'espèce. Donc il n'y a pas photo là-dessus. D'accord. Jean-Baptiste, toi, tu valides tout ça, j'imagine. Ah oui, là-dessus, je valide complètement. Là, on prêche un convaincu. Là, je valide de chez Valide. Ça, c'est clair et net. Bon, est-ce qu'il y a eu des difficultés à mettre tout ça en place ou... Alors, difficulté, pas réellement, si tu veux. Comme je te l'ai dit, je savais que c'était assez révolutionnaire. Moi, il ne s'agissait pas de faire une nouvelle réglementation dans mon esprit pour l'appliquer de façon stricte, draconienne. Il s'agit surtout de faire évoluer les mentalités et d'éduquer les pêcheurs de demain. Et pour ça, il a fallu faire preuve de beaucoup de pédagogie. Donc, j'ai commencé par faire avec le président de la Fédé, on a fait des réunions d'APPMA, de secteur. On a rencontré les 29 associations de pêche du département et leurs présidents, et on a discuté. J'ai parlé de ça, j'ai argumenté, on a discuté, et franchement, je ne m'attendais pas à ça, j'ai eu un retour très positif. Alors, oui, je t'en prie. Et c'est par rapport à quoi? Par rapport au rajeunissement des pêcheurs, parce que vous êtes un... Non, mais c'est vrai, parce que vous êtes un département pilote, je sais pas, mais non, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à, justement, pour moi, c'est poser cette question, les 3/4 du temps, ça aurait été une réponse négative, quoi. C'est pour ça que c'est assez... Ouais, non, mais ta question me fait marrer, parce que il y a un rajeunissement des pêcheurs, ça c'est clair. Nous, dans le Lot, on a 85% des pêcheurs qui ont moins de 65 ans. Donc oui, le pêcheur se rajeunit. Après, ce n'est pas pour jeter la pierre, parce qu'il faut du temps, mais les bénévoles de la PPMA, eux, très honnêtement, ne se rajeunissent pas. On a quand même un investissement bénévolat dans les APPMA qui est relativement vieillissant. Donc effectivement, ce n'était pas gagné de les convaincre vers cette évolution-là. Pourquoi ça s'est bien passé dans le Lot? Je crois qu'on a la chance dans le département d'avoir des gens assez ouverts d'esprit qui travaillent en confiance avec la fédération. On n'a pas de conflit de personnes. Tu sais, il peut y avoir dans des départements, c'est une question d'homme après, une question de personne. Un département où tu as des APPMA anti-fédé, ouais, on la fédé le dit, donc moi je suis contre, etc. Des positionnements un petit peu de principe. Dans le Lot, franchement, les relations entre la fédé et les APPMA sont très bonnes. Et cette relation de confiance qui s'est tissée depuis des années, c'est aujourd'hui qu'on en retire tous les fruits, parce que quand on présente ce type d'évolution, on a une écoute assez attentive par rapport à ça. Donc, moi je pense que c'est plutôt lié à ça. Alors, j'ai envie de dire aussi que dans les études dont j'ai parlé tout à l'heure, sur les thons prédateurs, mais aussi sur la génétique des truites, on n'est jamais arrivé dans les APP en disant, voilà, nous, la Fédé, on a des techniciens, on a du savoir, et on va vous dire comment il faut faire. On les a toujours impliqués très en amont. Je me souviens, quand on a fait la génétique des truites, avant de démontrer qu'on avait 75% de truites de souche ancestrale dans le département du Lot, les APPMA nous ont dit, de toute façon, si on arrêtait les élevages, il n'y aura plus de truites dans nos cours d'eau. Et je leur avais dit, banco, on arrêtait les élevages, on attend 2-3 ans, et on fait des pêches électriques. Et on avait autant de truitelles qu'avant, et génétiquement déterminés comme étant des souches ancestrales. Et là, ils ont bien constaté que par la preuve, on avait raison. D'accord? Donc voilà, je crois qu'il faut les impliquer, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, il faut les impliquer, leur faire beaucoup de pédagogie, et s'ils nous accompagnent dans les démarches, alors ils adhèrent souvent aux principes qu'on défend. Moi, je crois que la clé, elle était là.
Et là, du coup, enfin, la question est un peu bizarre, mais ils s'attendent à quoi? À dynamiser avec le nombre de pêcheurs parce qu'il y aura des poissons plus gros ou parce qu'ils vont pouvoir potentiellement pêcher plus de brochets pour garder à la maison? Alors, il a fallu répondre, les deux, mon capitaine, j'ai envie de dire. Le pêcheur, quand on a communiqué sur les réseaux sociaux, notamment sur la fenêtre de capture, on a eu un énorme retour des pêcheurs. Mais là, des pêcheurs de petit peu partout, avec un retour très positif sur « ouais, super, vous protégez les gros poissons, protégez le brochet, qui est quand même une espèce très emblématique, et puis on aura de plus gros poissons. » Ça, c'est le pêcheur lambda, j'ai envie de dire. C'est le pêcheur de carnassier qu'on retrouve un peu partout. Le membre de la PPMA, effectivement, et à juste titre certainement, il n'a pas voulu être frustré par moins de captures, ou moins de poissons consommables. Donc, nous, je lui ai expliqué clairement que s'il y avait une meilleure reproduction, un meilleur recrutement naturel, il y aurait plus de brochets dans la rivière. Sauf que, d'un point de vue habitude, au lieu de manger un brochet de 90 cm ou 1 mètre, 60. à l'année, ça mangeront 2,70 ou 2,75. Voilà. On n'est pas non plus, il ne faut pas tomber non plus dans un extrémisme à imposer le no-kill systématique et irréductible par rapport à la pratique de la pêche. Certaines pêchent parce qu'ils ont aussi plaisir à consommer un poisson de temps en temps. Et il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les mettre à l'écart de ces démarches-là, parce que sinon, on se fait... Ah oui, non, sinon c'est foutu. Voilà. Donc, voilà, moi je crois qu'aujourd'hui, c'est plus de l'éducation du pêcheur, de l'évolution des mentalités pour dire, ces grands brochets, non, ils ne sont pas rien, ils sont utiles au milieu. Et ensuite, j'apprendrai, si je veux consommer un brochet, ce sera un brochet de taille moyenne, ce ne sera pas forcément un grand géniteur. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous vous êtes fixé une petite, une période sur laquelle vous allez mettre cette fenêtre de capture en place, faire les tests sur 3-4 ans et après peut-être revenir à ce qui se faisait avant? Vous êtes certain de votre coup? Voilà, est-ce que vous êtes fixé, je sais pas moi, un ultimatum quoi, enfin. Alors, pas vraiment, si tu veux, parce que quand j'ai travaillé avec des services de l'État, notamment en commission technique de la pêche, mais avec plus grande proximité avec la DDT ou avec... C'est bon, tu as la vidéo? C'est bon, on a repris la connexion. Oui, quand j'ai discuté donc, avec les services de l'État, la DDT, OFB, j'ai mis sur la table tout un tas d'arguments par rapport aux études qui avaient été publiées. Et quand j'ai dit des études publiées, on est à une vingtaine d'études publiées depuis les années 2000-2007, dans une quinzaine de pays. Donc, faire de l'étude pour de l'étude, de l'expérimentation pour de l'expérimentation, alors qu'aujourd'hui, moi, je fais partie des gens qui sont convaincus que c'est une bonne mesure. Je n'ai pas souhaité soumettre cette réglementation à une expérimentation avec une démonstration derrière. Là aussi, je reconnais que j'ai eu la chance d'être suivi par les services de l'État et qui m'ont dit « Banco, Patrice, tu m'as convaincu, on prend un arrêté préfectoral et on applique la réglementation ». Alors, je préfère raisonner en disant « on l'applique et c'est quasi définitif ». En revanche, on peut tous se tromper. Si je m'aperçois que ça ne porte pas ses fruits, qu'il y a une énorme frustration des pêcheurs et que ça ne sert à rien par rapport au recrutement des brochets, peut-être reviendrons-nous en arrière un jour. Mais aujourd'hui, notamment sur l'espèce brochet, je suis suffisamment convaincu pour en faire une réglementation, j'espère, pérenne. Voilà. D'accord, très bien. J'ai été une question. Ouais, justement, c'est comment vous allez, entre guillemets, lancer ce protocole? Est-ce que vous allez soutenir les populations de brochets avec des déversements en poissons ou c'est vraiment quelque chose de totalement naturel et vous allez faire de la pure gestion patrimoniale et laisser le temps au temps? Alors, ouais, on parlait des mesures de gestion tout à l'heure. La gestion patrimoniale du brochet passe par deux choses. Alors, depuis des années, je t'aurais dit il y a 15 ans déjà, je t'aurais dit il faut restaurer les annexes fluviales et les filières à brochet. Redonner la fonctionnalité écologique aux annexes fluviales. Ça, nous, on s'est engagé, on l'a fait dès les années 2000. La fédération elle a porté plus de 15 chantiers de restauration d'annexes fluviales, avec le soutien de partenaires divers et variés. Donc, on a redonné cette fonctionnalité à la rivière. Depuis qu'on a travaillé à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, sur le bief de Cahors, on est en plein milieu de Cahors, on est sur la plus grosse APPMA du département, donc c'est le plus de moyens pour aleviner un brochet. Et on a déversé en 10 ans 1800 brochets, tous les ans, qui ont tous été marqués. Et derrière ça, on a cessé pendant 3 ans de faire du déversement de poissons et on a fait de la génétique. D'accord ? Alors, je fais très synthétiquement, mais c'était intéressant. On s'est aperçu que les brochets qui étaient lâchés survivaient dans la rivière, étaient recapturés par les pêcheurs, pour une grande partie d'entre eux, notamment pour les poissons lâchés de plus de 50 cm. Les plus petits, on ne les retrouve pas. Donc, lâcher du brocheton dans une rivière où il y a des brochets, ça ne sert à rien. Mais lâcher des brochets de 50 plus, c'est du pur halieutisme. L'argent n'est pas passé par les fenêtres, ce poisson a été recapturé. C'était plutôt la bonne nouvelle. En revanche, dès qu'on a fait de la génétique,
on s'est aperçu qu'on a 9 brochets sur 10 qui sont issus de poissons sauvages. Donc les parents et les grands-parents, sur 2 générations, sont des poissons sauvages. Autrement dit, le soutien de population sert à l'halieutisme sur le brochet, mais ne sert absolument pas au maintien des populations dans un milieu. Si on a de l'habitat, si on a des frayères, c'est le poisson naturellement présent qui se reproduit. D'où, là aussi, mon idée, et ça a été un argument de poids d'ailleurs auprès des services de l'État, de préserver mes géniteurs de souches locales pour qu'ils soient les reproducteurs de demain. Ce n'est pas le soutien de population qui fera que j'aurai du brochet ou pas d'un rivière l'autre. Ça, c'est clair. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Donc, la génétique a confirmé un petit peu ce qu'on pressentait. Ouais. D'accord. Ok. Là, la truite, quoi. Dis-moi. On est à peu près sur le même principe que sur la truite, quoi. Où on a finalement, vous vous rendez compte que les géniteurs restent les géniteurs de la rivière et que la population, finalement, malgré tout. Oui. Alors, avec des approches très. Quand on prend un peu de recul, l'approche est très différente. Les milieux où on a la plus grande fonctionnalité pour le brochet sont les milieux qui ont été impactés par l'homme. Tu prends la rivière Lot, par exemple, que tu connais, tu connais aussi. C'est une succession de barrages. C'est des zones calmes, des arbres immergés partout, des habitats noyés un peu partout, des surfaces en herbier qui sont très fonctionnelles pour la reproduction, parce que l'homme a impacté cette rivière. Si c'était une rivière d'eau vive avant, on n'aurait pas des brochets aujourd'hui. Par contre, on a trouvé un écosystème un biotope très favorable aux brochets aujourd'hui. En revanche, sur la truite, tous les endroits où on a trouvé des truites de souche sauvage sont des endroits qui ont été peu perturbés par l'homme. Ah oui, d'accord. Là où la franchissabilité piscicole était toujours possible, plus ou moins facilement, il y a des cours d'eau où la souche sauvage a complètement disparu parce que ces cours d'eau, ils ont subi soit des recalibrages mécaniques, soit des assecs réguliers, et il n'y a que les souches issues de pisciculture qui ont pu perdurer sur ces milieux-là. Donc, oui, les résultats d'un point de vue, et c'est bien parce que c'est encourageant, c'est que la grande majorité de nos poissons sont des poissons de souche ancestrale, de souche sauvage, ce qui est très bien. Mais la raison pour laquelle on les a encore présents chez nous n'est pas forcément la même. D'accord, ouais, bien sûr. Voilà. Patrice, est-ce que vous attendez des retombées aussi économiques avec cette mesure, des ventes de cartes de pêche, du tourisme aussi? Parce que si les gros brochets sont préservés, ça peut donner envie à des pêcheurs de l'autre côté des frontières ou de l'autre bout de la France de venir pêcher dans votre département? Ouais. Alors, moi, si tu veux, les retombées économiques, pour moi, je ne les considère pas de façon directe. Ce qui est important, c'est avoir une gestion responsable de nos espèces. Montrer aux pêcheurs, que ce soit toutes les fédérations de France, montrer à nos adhérents, quels qu'ils soient, qu'on travaille pour eux, que les fédérations sont actives et qu'on prend des initiatives en faveur des poissons et en faveur de... Si on arrive à communiquer comme ça, on va maintenir le nombre de pêcheurs, on va recruter des pêcheurs, on va travailler dans ce sens-là. Mais l'aspect économique, il va au-delà de ça. C'est-à-dire que les actions qu'on a pu mener permettent de mettre en valeur que la destination Lot est une destination de qualité pour la pêche, que ce soit la truite sur la vallée de la Dordogne, que ce soit le brochet sur la vallée du Lot, par exemple, et donner notre crédibilité de destination territoire pêche aux collectivités locales avec lesquelles on travaille. Je vais te donner un exemple tout bête. Plutôt que d'avoir un retour économique direct sur le fait que je valorise le brochet sur la rivière Lot, la communauté de communes du Grand Cahors, l'an dernier, a réalisé 7 cales de mise à l'eau à la demande de la fédération, 100% à sa charge, avec des financements à côté. Mais la fédération n'a pas financé les cales de mise à l'eau. Ça s'appelle valoriser l'adhésion des pêcheurs dans les fédérations en donnant de la crédibilité à nos actions pour que ce soit les collectivités qui investissent dans la pêche. Donc le retour économique, pour moi, il est sur ce niveau-là surtout qui va se faire. Voilà. C'est-à-dire que la pêche devient un acteur économique au même titre que la rando, que le vélo, que tout ce que tu veux. Vas-y, j'y vais. Non, justement, bon, après, je me doute à peu près de la réponse, mais est-ce que ce modèle de gestion serait envisageable sur tous les départements de France, quoi? Tu parles du brochet, la réglementation? Ouais, sur ce type de réglementation. Moi, je pense où ça appartient. Ouais, pardon. Je pense que ce serait pas mal. Moi, nous disons que c'est un petit peu un petit coup de pied dans une fourmilière qu'on a donné, puisqu'on a pris une initiative assez originale par rapport à ça. Moi, ce qui me plaît, c'est que j'ai pas mal de collègues d'autres fédérations qui m'ont contacté. Moi, j'avais également travaillé un petit peu à la Fédération du Rhône avec Jean-Pierre qui m'a donné des conseils parce qu'il avait expérimenté dans son département il y a 2 ans de ça, donc il faut rappeler à César. C'était le premier à avoir expérimenté sur des sites particuliers. Du coup, on communique entre collègues et moi, j'ai pas mal d'autres fédérations qui m'ont contacté en me disant mais comment tu as fait, Patrice, quelle démarche administrative, etc. Et nous, on va faire pareil dans nos départements.
Donc il y a plein de départements qui sont en train de mettre en place ce type de réglementation. Mais encore une fois, on est sur une innovation réglementaire qui est quand même assez particulière. C'est une interprétation du code de l'environnement, parce que celui-ci ne prévoit qu'une taille légale de capture. En fait, il ne prévoit pas de taille maxi. Donc c'est une interprétation qu'on a pu en faire avec le soutien des services de l'État. Et j'aimerais que ça suscite un débat, effectivement, peut-être au niveau interdépartemental, qu'on ait une réflexion interdépartementale pour faire évoluer ce type de réglementation sur d'autres secteurs. Ouais, moi, ça pourrait être intéressant à mon sens. Ouais. D'accord. Et la FNPF, la Fédé nationale, suit votre mesure aussi, j'imagine, de près, ou est-ce qu'elle serait prête à embrayer et rendre ça obligatoire pour tout le monde? Je ne sais pas, jusqu'à présent, ça n'a pas été à l'ordre du jour jusqu'à présent. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres soucis à gérer. Nous, l'échelon de discussion, il est plus au niveau des associations régionales ou des unions des fédérations de bassin, si tu veux. On est organisé en union de fédérations de bassin. Donc peut-être qu'au niveau de l'union des fédérations du bassin Douro-Garonne ou de l'association régionale des fédérations d'Occitanie, voire pourquoi pas du club halieutique, on pourrait mener de ce type de réflexion. Et les fédérations qui seraient motivées pour expérimenter, elles pourraient le faire avec nous, quoi. Plus on sera nombreux à l'expérimenter, à avoir des retours d'expérience, que j'espère positifs, plus ça donnera de crédibilité à cette démarche, quoi. Bon, on va suivre ça de près. Est-ce qu'il y a d'autres mesures, je vous pose la question à tous les deux, qu'on pourrait mettre en place justement pour la préservation du brochet? Donc la fenêtre de capture, c'est une super chose. Est-ce que abaisser encore les quotas? Je crois qu'en Irlande, par exemple, c'est même pas une fenêtre de capture, hein, je crois qu'on a le droit de garder qu'un seul brochet par pêcheur par jour, mais au maximum 50 cm, 50 ou 60 cm en taille maximale. Est-ce qu'on peut imaginer ça en France à terme? Est-ce qu'on peut aussi faire une réflexion sur les quotas? Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui peuvent encore après embrayer, aller encore un petit peu plus loin que votre démarche? Moi, aujourd'hui, je considère que le pêcheur, quand même, est assez contraint. Quand on regarde la réglementation qu'on vient de mettre en place, il y a des dates d'ouverture, des dates de fermeture. La fenêtre de capture du brochet, c'est 60-80. Donc, en matière de réglementation et de contraintes pour le pêcheur, je pense qu'on est au maximum de ce qu'on peut mettre en place. Et à mon sens, ça devrait suffire. Après, il y a cette notion de quota, peut-être, effectivement. Il y a un quota carnassier qui a été mis en œuvre, 3 carnassiers, dont 2 brochets maximum par jour partout en France, dans le cadre de décret de 2016, que la Fédération nationale ce qui est beaucoup. Motivé. Voilà, ce qui est beaucoup. Dans les publications scientifiques que j'ai lues, dans l'idéal, ce qui est proposé par le monde scientifique et par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, l'idéal, c'est un quota annuel, en fait. Le problème d'un quota annuel, c'est que c'est quasiment incontrôlable. Déjà, il y a pénurie de gardes-pêche, une grosse difficulté à avoir quand même une surveillance efficace de la pêche, parce qu'on travaille beaucoup avec des gardes-pêche bénévoles qui sont très motivés, mais on manque de professionnels dans la matière. Donc, mettre en place un quota annuel, il faut se donner les moyens de le contrôler derrière. Mais dans l'idéal, c'est ça, parce que pas mal, tous les publics scientifiques expliquent qu'un brochet capturable, il est capturé. Quand on dit, ouais, tu mets un quota de 3 brochets par jour et par pêcheur, mais si un brochet est situé dans une zone accessible, sur un territoire où il est facilement vulnérable, il sera attrapé par un pêcheur. Donc, tu es 10 pêcheurs qui attrapent 30 brochets, ou un seul qui en attrape 30, bon, ok, ça fait trop de poissons pour un seul homme, mais finalement, les 30 poissons sont capturés à la fin. Parce que ce sont des poissons sur des zones accessibles et capturables. Donc, l'idéal, c'est cette notion de quota annuel qui est souvent citée par le monde scientifique. Mais par contre, c'est la mise en œuvre qui est super complexe. C'est compliqué. Il faudrait des carnets de capture un petit peu comme on l'a sur le saumon, etc. C'est ça, aujourd'hui, ça existe que sur le saumon. Voilà. Après, là où je veux relativiser aussi par rapport aux mesures, c'est que fenêtre de capture, pratique du no-kill de plus en plus prégnante sur le brochet, rajeunissement du monde de la pêche. Aujourd'hui, j'ai clairement envie de dire, l'espèce brochet n'est pas mise en péril par le pêcheur à la ligne. Par toutes ces mesures qu'on a mises en place, par la fonctionnalité des frayères, par la fenêtre de capture, par les dates de fermeture, ce n'est pas le pêcheur à la ligne qui mettra en péril l'espèce brochet aujourd'hui. Soyons vigilants, menons des réflexions par rapport à des impacts comme des éclusées, comme des assèchements de frayères, des choses comme ça. Je crois que la vigilance aujourd'hui, elle est là. Et la gestion dont je te parlais tout à l'heure, patrimoniale, tu me posais la question, ça me fait rebondir sur une idée aussi, c'est que trouver du brochet en pisciculture aujourd'hui va être une mission impossible. Bon, cet été, très peu de départements. Moi, le premier, je n'ai pas pu me fournir en brochet parce que les pisciculteurs d'étang. Quand je parle de pisciculteurs d'étang, ce ne sont pas des marchands de poissons, ce sont des pisciculteurs d'étang qui élèvent des poissons dans de bonnes conditions avec tous les suivis sanitaires, parce qu'on ne prend pas du poisson venant de n'importe où. Ça, c'est super important. Et les pisciculteurs d'étang en France aujourd'hui n'arrivent plus à produire de brochet parce qu'ils ont subi 2 années de sécheresse consécutives qui n'ont pas permis de suffisante reproduction. Donc, les années à venir, je souhaite que le climat s'améliore et que les choses soient bonnes. Mais si on devait encore subir des sécheresses estivales significatives sur les années à venir, les brochets d'étang de pisciculture ne se trouveront plus, ça n'existera plus.
Donc c'est pour ça qu'il faut avoir aussi cette gestion responsable, en privilégiant les souches locales, en permettant d'avoir un cheptel embroché suffisant pour satisfaire les besoins. Ouais, c'est peut-être ça l'effort, hein, Jean-Baptiste, à faire au-delà du quota, au-delà de la réglementation. C'est vraiment un effort sur la surveillance aussi des cours d'eau. J'imagine des milieux, le bon état des milieux. Ça, et puis moi, ce que je trouve, après, ce que je trouve le plus triste, c'est d'en arriver à où on est obligé de faire de la garderie pour encadrer les pêcheurs, quoi. Moi, c'est ce que je trouve le plus triste. Après, je pense que le nerf de la guerre, il est là, parce que même par rapport à d'autres pays, on voit que les mentalités sont totalement différentes. Certains pays pourraient avoir la possibilité de garder 10 brochets, ils en garderaient 10 et 10, quoi. Le problème du français, c'est que 10 c'est 15 et 15 c'est 20, quoi. Mais bon, après, non, par contre, je pense où il y aurait aussi, mais bon, ça sort un peu du débat, mais déjà le brochet, on arrive à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment l'espèce phare en France. Faut pas se leurrer, tout ça. Mais ce serait mettre le paquet. Bon, après c'est encore un autre boulot, mais sur les autres espèces, quoi. Plutôt que les mecs prélèvent du brochet, après il faudrait arriver à équilibrer, je pense, avec la pêche du black bass, la pêche du sandre. Et voilà, pour que en fait on puisse finalement, c'est pas puiser sur une ressource pure, mais arriver à équilibrer un petit peu tout ça, quoi. Mais bon, c'est encore utopique et c'est encore un autre problème, je pense, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser à une question, mais est-ce que vous envisagez aussi cette fenêtre de capture, Patrice Jaubert, à la Fédé du Lot sur d'autres poissons, sur la truite, sur le black bass, sur le sandre? Est-ce que c'est possible de mettre en place aussi? Alors, là, pour être clair, moi, j'ai voulu défendre cette idée de fenêtre de capture parce que j'avais tous les arguments pour la défendre. Et j'ai suffisamment de public, on peut détailler des retours d'expérience sur pas mal de lacs, sur le brochet. Ailleurs, il y a débat. Il y a débat et je suis moi-même pas forcément convaincu. Alors, sur la truite, il y a pas mal de débats là-dessus parce que les truites de taille moyenne, pas les fameuses grosses truites, mais les truites de taille moyenne sont déjà de très très bons reproducteurs. Des femelles de truites qui font 35 cm sont de super reproducteurs. Donc, imposer une fenêtre de capture sur la truite qui va concentrer la capture des truites sur des poissons de 30-35 cm qui sont en géniteur le plus grand nombre de poissons, pas les plus gros, mais le plus grand nombre de poissons, ça pourrait peut-être être préjudiciable, on ne sait pas. Moi, pour moi, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Ensuite, c'est pas le prélèvement de la truite qui diminue la densité des poissons de truite. Ça diminue la taille moyenne des poissons. Partout où tu feras du no-kill, où tu mettras des tailles surévaluées pour la truite, la plupart du temps, on aura plus de gros poissons. Mais on n'aura pas forcément plus de poissons. Ça reste à démontrer selon les milieux. La truite, c'est très dépendant du milieu dans lequel on l'étudie, si tu veux. Donc, j'ai des avis moins tranchés pour la truite, et c'est pour les raisons pour lesquelles aujourd'hui, je ne peux pas te répondre de façon franche et définitive là-dessus. Ça demanderait des études complémentaires, alors notamment sur les grands milieux, tu vois, comme sur la rivière d'Ordogne, on a de très belles truites qui effectuent des mouvements migratoires, à mon avis, assez importants. La réflexion pourrait être menée, mais ça demanderait d'enquêter davantage, de savoir ce qui se passe réellement. Sur les autres poissons, je suis moins convaincu. Le black bass, aujourd'hui, on a une taille minimum à 40 cm. Le black bass, on n'est pas dans le no-kill, mais on n'est pas très loin. Des gars qui ne sont pas des puristes, des grands pêcheurs de black bass et qui vont choper des black bass de plus de 40 et en consommer pas mal dans l'année. Moi, je n'en connais pas beaucoup parce que déjà, quand tu as une base de 40, tu es content. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait un surprélèvement des bases de 40 et plus dans mon département. Et le sandre, c'est encore une autre histoire parce que le sandre est un poisson beaucoup plus fertile que le brochet. Une femelle sandre, elle va prendre 200 000 œufs par kilo, donc c'est considérablement plus évolué que le brochet, et le mâle défend les nids. Donc tu prends 3 ou 4 frayères à cendre, même si c'est des poissons qui font 1,5 kg chacun, le recrutement est largement suffisant par rapport à la capacité d'accueil du milieu, si tu veux. Ouais, contrairement au brochet. Donc tout ce que je t'ai dit qui s'est avéré scientifiquement démontré pour le brochet, aujourd'hui, par prudence, je ne peux pas le confirmer sur d'autres espèces. Il ne faut pas généraliser, à mon sens. C'est trop prématuré. Voilà. Okay. Après, c'est de l'halieutisme. Hein. Tu peux dire, une fédération ou sur un parcours particulier va mettre en place une fenêtre de capture de telle et telle espèce. Ou une maille, je dis n'importe quoi, une maille de la truite à 50, c'est du pur halieutisme. C'est pour avoir. Je crois que ça se passe en Bretagne, il y a des APP qui ont fait ça, justement, une petite fenêtre de capture, une expérimentation, etc. Mais c'est vrai que pour des poissons qui font du moins grande taille que le brochet, ou. Oui, là, on est en train de parler de gestion pure, quoi. Ouais. Et puis la taille diffère tellement selon les milieux qu'on peut peut-être moins en faire une généralité par département, etc. aussi. Hein. C'est peut-être plus difficile. Hein. On le voit d'ailleurs, il y a des
des tailles minimales de capture. Pour la truite, je crois qu'il y en a plusieurs par département. À chaque fois, c'est 20, 23, 30 cm. Il y a beaucoup de tailles de capture minimales, donc c'est peut-être un peu plus difficile à mettre en place pour la truite. Messieurs, merci beaucoup. Moi, ce que je peux dire, c'est déjà bravo à la Fédé du Lot de faire ça. Peut-être que tous les pêcheurs qui sont intéressés peuvent faire pression auprès de leur fédé, pourquoi pas, ça fera bouger les choses. Et puis, à titre personnel, on peut le faire aussi, si on veut prélever un brochet, on le fait entre 60 et 80 cm, on se dit qu'au-dessus, on lâche. Et puis voilà, on peut le faire aussi de manière, et ça fera plaisir à Jean-Baptiste, de manière instinctive, voilà, pour respecter sa propre loi. Donc ça, ce serait cool. Merci beaucoup. On va arrêter là. On a fait une belle interview, je pense, qui intéressera les lecteurs de la pêche et des poissons. Bravo encore à la Fédé du Lot. Je crois que la caméra, enfin moi sur mon écran de Patrice, faiblit un peu. J'ai vu que JB avait fini son café, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, mais écoute, merci Nicolas, merci Jean-Baptiste. À plus. Allez, merci, à bientôt. Merci. Salut les gars. Ciao.